Bonjour, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gilbert Daouet des éditions Avatar. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Le Vigan qui vient de publier Éparpillé façon puzzle chez Perspective Libre. Comme d'habitude, vous trouverez le lien dans le champ de description de cette vidéo. Nous avons intitulé notre tour de table Tout sauf Macron, l'entre-deux tours de l'élection présidentielle 2022. C'est notre 4e émission sur l'élection présidentielle. 2 de Café Noir et 2 par notre ami Bonal dans son coup de gueule. Elles sont bien sûr toujours disponibles si vous voulez les consulter. Nous connaissons tous les résultats du premier tour dont les résultats officiels viennent d'être publiés. Alors, cher Pierre, quelles leçons peut-on tirer du premier tour des élections présidentielles en France? Bonjour Gilbert. Oui, alors la principale leçon, c'est l'existence de 3 blocs. Un Macron à haut niveau, 28%, une Marine Le Pen en légère progression par rapport à 2017 à 23 et quelque chose, 23% et quelque chose, avec 7% de vote Zemmour, ce qui fait, si on peut les amalgamer, ce qui est en partie possible, ce qui fait environ 30% de vote, on pourrait dire, populiste, entre guillemets, avec des nuances. Et une gauche recomposée à haut niveau, puisque Jean-Luc Mélenchon est presque à 22%, alors qu'il était entre 19 et 20, ce qui était déjà un bon résultat, en 2017. Alors une gauche complètement recomposée, puisque les partis traditionnels, PS, se sont effondrés. Alors PS à gauche, les Républicains à droite, et le Parti communiste ne connaît pas de rebond, contrairement à ses espérances. Et effectivement, maintenant, à gauche, c'est essentiellement Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire un parti créé par un dissident du Parti socialiste sur une base largement nouvelle par rapport à l'idéologie classique laïciste du Parti socialiste, puisqu'on a avec Jean-Luc Mélenchon toute une série de clins d'œil en quelque sorte au communautarisme et en partie aussi à l'idéologie woke. Ça fonctionne parce que Jean-Luc Mélenchon a du talent, un réel talent, mais si un jour le parti de Mélenchon est incarné par des gens comme Rokhaya Diallo, eh bien, ça n'aura pas le même succès, car il est vrai que le talent de Jean-Luc Mélenchon transcende un peu le caractère pour le moins limité des idées qu'il porte. Voilà, et le caractère aussi contradictoire, puisque un certain nombre de choses comme l'hostilité au nucléaire relèvent plus de l'idéologie que réellement de l'écologie. Donc 3 blocs en gros, le bloc libéral, le bloc populaire, populiste et le bloc de gauche. Tu ne considères pas, Pierre, les abstentionnistes qui sont arrivés second comme un 4e bloc? Alors absolument, si, à certains égards, à 25-26%, le bloc abstentionniste, mais ce n'est pas vraiment considérable. L'abstention n'a pas battu des records, contrairement à certaines prévisions. 25%, c'est certes important, mais ce n'est pas catastrophique. Même en Seine-Saint-Denis, même dans les banlieues populaires, l'abstention ne dépasse pas les 30%. Ce qui est quand même moins que ce que prédisaient un certain nombre de sondages. Donc, l'élection a quand même intéressé. Alors, pourquoi le succès relatif de Mélenchon et des Insoumis? Alors, effectivement, le succès était quand même un assez beau succès, même si, évidemment, Mélenchon aurait souhaité être au second tour, et il est 1,5 point derrière Marine Le Pen, il est un petit peu moins de 22%. Donc, il n'est pas au second tour, mais c'est quand même un relatif succès. Alors, je pense que tout simplement parce que Mélenchon a dit des choses. Il a dit des choses pas très intelligentes, pas très subtiles, mais il les a bien dit. Il a dit des choses alors que Macron ne disait quasiment rien. Alors maintenant, entre les 2 tours, il dit des choses en termes de pouvoir d'achat, il prend quelques mesures électoralistes au dernier moment, il vient d'augmenter légèrement le SMIC. Il dit qu'il augmentera le point d'indice des fonctionnaires, de tous les fonctionnaires, dit-il. En l'occurrence,
Avant le premier tour, Macron n'a rien dit pratiquement. Il a refusé de participer à tout débat. Et Marine Le Pen n'a pas dit grand-chose, il faut bien le rappeler, elle n'a en fait pas dit grand-chose avant le premier tour. Et maintenant, effectivement, elle dit plus de choses, notamment elle insiste sur le RIC, elle insiste aussi sur le retour au septennat simple plutôt que le quinquennat renouvelable. Donc, dans une campagne où les grands candidats, Macron, Marine Le Pen, ne disaient pas grand-chose et Zemmour disait certes des choses, mais un peu unilatéralement axé sur la question réelle, mais pas unique, de l'immigration. Et donc, en l'occurrence, dans une campagne où beaucoup de gens ne disaient pas grand-chose, Jean-Luc Mélenchon a dit des choses, même si ces choses dites avec un incontestable talent étaient limitées. Alors, je pense que ça explique d'ailleurs le fait notamment qu'il se soit adressé aux populations d'origine immigrée, explique qu'il ait eu des votes très importants. On dit, d'après certaines études, qu'il aurait eu 69% du vote des musulmans. Alors, il faut quand même bien noter une chose, c'est que tout simplement, beaucoup de musulmans n'ont voté pour personne puisqu'ils se sont abstenus. Donc, il faudrait savoir, ça nous ne le savons pas, combien de musulmans ont voté. Bon, il se trouve qu'apparemment, sur ceux qui ont voté, il aurait eu 69% des votes. En fait, est-ce que c'est parce que le discours de Mélenchon a plu aux immigrés musulmans, qui ne sont qu'une partie des immigrés, mais enfin une partie effectivement très importante? Moi, j'ai tendance à penser que tout simplement, il a été le seul candidat qui a eu un discours vis-à-vis de ces immigrés. Et ils se sont sentis donc en quelque sorte considérés. Il me semble que la difficulté, c'est que les autres candidats n'ont pas eu de discours du tout. On peut imaginer qu'un discours, non pas démagogique vis-à-vis des immigrés, et notamment vis-à-vis des immigrés musulmans, mais un discours au moins s'adressant à eux, prenant en compte leurs spécificités, leurs particularités et insistant sur le respect d'un certain nombre de valeurs dites en quelque sorte traditionnelles, aurait peut-être eu un certain impact, c'est-à-dire sans tomber dans la démagogie, mais c'est vrai qu'un discours critique vis-à-vis de certaines évolutions sociétalistes aurait pu, vis-à-vis d'une population attachée à, en quelque sorte, conception traditionnelle, notamment de la famille, aurait pu avoir un certain impact. Et donc, ce discours n'a pas été tenu ni par Marine Le Pen, ni, me semble-t-il, par Éric Zemmour. Et c'est vrai que le seul discours tenu a été un discours qui a été celui de Jean-Luc Mélenchon et qui, pour autant, sur le fond, portait un certain nombre de conceptions de la société, pour le moins difficilement compatibles avec l'islam et qui, comme toute religion, a des aspects de l'ordre du conservatisme sociétal, d'un certain conservatisme sociétal. Je dis bien sociétal, je ne dis pas social. Par ailleurs, si je ne me trompe pas, Jean-Marie Le Pen, il avait eu une intuition en faisant malheureusement la seule affiche du Front National de l'époque, en parlant des Français de souche et des Français de branche, si tu te souviens. Et malheureusement, depuis lors, le Front National et maintenant le Rassemblement National a oublié cette affiche et ce discours, comme tu l'as indiqué. Mais l'autre difficulté, je pense, avec le vote musulman, c'est qu'en général, même dans le monde arabe, les gens qui votent à gauche, les musulmans qui votent à gauche, c'est des électeurs laïcs. Donc, ce n'est pas nécessairement un vote de musulmans religieux. Ça peut être des Français de confession musulmane qui sont de gauche et qui sont donc laïcs, comme l'électorat français lambda. Alors, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la laïcité pour un musulman. C'est certain que ce n'est pas la même chose que la laïcité pour un chrétien catholique ou protestant. Mais bon, je pense que ça nous entraînera un petit peu loin d'entrer dans cette discussion. C'est vrai qu'une des grandes questions, je crois que c'est surtout l'abstention chez les musulmans. Parce qu'encore une fois, que 69% des musulmans qui ont aient voté Jean-Luc Mélenchon, ça paraît logique, puisque effectivement, il a 50% des voix en Seine-Saint-Denis, il a un très fort pourcentage des voix dans les quartiers nord de Marseille, où il y a beaucoup de musulmans.
Il a aussi un fort pourcentage des voix des musulmans dans d'autres départements populaires comme le Val-de-Marne, mais cela ne nous dit pas combien de musulmans se sont tout simplement déplacés pour voter. Est-ce que c'est la majorité? Ça reste à voir. Voilà, là, il nous manque évidemment quelques éléments d'analyse. Bon, avant de passer sur Zemmour, juste une dernière observation sur Mélenchon. Je me demande d'ailleurs si les médias, quand les médias ont vu la chute dans les sondages d'Éric Zemmour, si les médias n'ont pas fait exprès de pousser aussi Mélenchon comme alternative à Marine Le Pen. Alors, très rapidement, effectivement, l'une des questions, c'est le rôle des sondages. Les sondages ne sont pas seulement une photographie, ou si vous préférez, le photographe agit sur le réel. À savoir qu'effectivement, quand les sondages montrent que Marine Le Pen est très en tête sur Éric Zemmour, ça pousse encore plus de gens à quitter la possibilité du vote Zemmour pour voter Marine Le Pen par le fameux vote utile. de vote utile. Et de même, quand les sondages semblent montrer que Jean-Luc Mélenchon remonte très vite, un certain nombre d'électeurs de gauche se disent finalement, il y a peut-être une petite chance que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour face à Macron à la place de Marine Le Pen, donc votons Mélenchon. Donc ça, c'est la question du rôle des sondages. Et Florian Philippot disait à juste titre, il faudrait mettre des bornes à l'usage des sondages parce que finalement, ça amène à ce que les gens votent en fonction des sondages, donc par opportunisme en quelque sorte, et non plus en fonction de leurs idées. Voilà, bon, ça c'est une autre question, mais effectivement très importante qu'a souligné récemment Florian Philippot dans son analyse du premier tour. Alors, y a-t-il un échec d'Éric Zemmour et en quel sens et pourquoi? Alors, Gilbert, effectivement, 7% pour Éric Zemmour, c'est évidemment un échec. Il apparaît que, effectivement, plus la campagne évoluait, plus il baissait. Il a baissé visiblement considérablement, puisque 2-3 semaines avant les élections, les sondages le mettaient encore à 10 ou 11%. Encore une fois, ces fameux sondages. En l'occurrence, évidemment, ce n'est pas totalement catastrophique, c'est au-dessus du seuil de remboursement, etc. Mais en l'occurrence, bon, 7% par rapport à l'objectif qui était d'être au second tour à la place de Marine Le Pen, sur des idées proches, mais plus radicales et mieux défendues, de façon à se confronter à Macron avec plus de qualité de débatteur et ne pas terminer à 34%, mais peut-être terminer victorieux, ou en tout cas terminer à 48 ou 49% face à Macron, et créer un néo-rassemblement national à la fois sans l'historique du Front National que l'on ramène toujours à Marine Le Pen, sans les soupçons d'extrême droite, etc., avec en quelque sorte aussi le fait que le patron de ce nouveau bloc populiste et anti-immigration et à certains égards anti-mondialiste serait plus difficilement attaquable puisqu'il c'est un Français juif. Donc cet objectif n'a absolument pas été rempli. 7% multiplié par 3, ça fait 21, ça fait même pas le tiers des voix rassemblées par Marine Le Pen, qui est donc à plus de 23%. Précisons quand même, les 7%, après avoir débauché des cadres importants du Rassemblement national et des cadres de chez les Républicains. Ça rend son échec encore plus cuisant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est quand même frappant, c'est que tout le discours de Zemmour, toute une très grande part du discours de Zemmour, ça a été sur le thème « Marine Le Pen ne pourra jamais gagner, elle est mauvaise et elle sera toujours mauvaise ». Bon, Marine Le Pen a ses limites, je crois que tout le monde a ses limites. Il est certain que l'une des limites de Marine Le Pen, bon, elle n'a pas déjà les qualités de débatteur, par exemple, d'un Florian Philippot et parfois même d'un Dupont-Aignan aussi, mais il y a aussi le fait que son parti manque de cadre. Incontestablement, ça fait partie des limites. Mais il est certain que malgré ces limites, rappelons quand même qu'en 2012, elle fait 17,9%, c'est-à-dire mieux que ce qu'avait fait son père en 2002, ou même au second tour. Au premier tour, il avait fait 16,5, au second tour, il avait fait 18, donc déjà dès le premier tour de 2012, premier et unique tour en 2012, Marine Le Pen fait presque autant que Jean-Marie Le Pen au second tour de 2002. Elle fait ensuite plus de 21% en 2017, 5 ans plus tard, et là, elle fait plus de 23%.
finalement, pour quelqu'un qui perd tout le temps, C'est pas mal. on remarquera qu'elle progresse tout le temps. Alors, pas considérablement, j'entends bien, mais tout de même, c'est pas si mauvais que ça. Ceci pour dire que, pour le coup, il est facile de critiquer les échecs de Marine Le Pen et du Front National, mais on a vu qu'au pied du mur, Éric Zemmour, malgré son incontestable talent de débatteur et parfois d'orateur, a vu les difficultés réelles de la chose. Et il faut bien reconnaître aussi que, malgré tout, Éric Zemmour a été quand même beaucoup moins brillant comme homme politique qu'il ne l'était comme journaliste. Mais finalement, le résultat d'Éric Zemmour, même si on prend en compte le vote utile qui a favorisé Marine Le Pen dans ce cas, ce vote, ces 7%, nous donne une idée que le courant identitaire monomaniaque ou monothématique sur l'immigration musulmane et surtout algérienne ne représente pas finalement plus que 5 à 7%. En fait. Alors, on pourrait dire en gros 7%, parce que pour le coup, il est évident que tous les gens qui considèrent que le problème principal, c'est l'immigration, et en fait, pas n'importe quelle immigration, essentiellement l'immigration d'Afrique du Nord et principalement l'immigration, effectivement, en bonne part l'immigration algérienne, dans cette immigration d'Afrique du Nord, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. L'Algérie a, sauf erreur, peut-être un peu plus de 40 millions d'habitants. Effectivement, l'électorat anti-immigration, on va dire arabo-musulmane, c'est essentiellement les 7% d'Éric Zemmour. Plus largement critique du mondialisme, en incluant effectivement la critique de l'immigration, est incontestablement assez important, puisqu'on a les 23 de Marine Le Pen, les 7% d'Éric Zemmour, on arrive à 30, il y a quand même les 2% et des poussières de Nicolas Dupont-Aignan, il y a en bonne part aussi les 3% de Jean Lassalle, on arrive quand même à presque 35% d'un vote qu'on pourrait au sens large qualifier de en bonne part anti-système, avec malgré tout un bémol pour l'électorat d'Éric Zemmour. C'est un vote largement anti-système, mais c'est aussi un vote quand même assez bourgeois. Et on peut se demander à un moment donné si les valeurs financières ne primeront pas dans l'électorat d'Éric Zemmour sur les valeurs politiques et morales. Je fais une parenthèse sur Jean Lassalle, vu que tu l'as mentionné. C'est quand même la surprise de ces élections, parce que sans moyens, sans campagne, sans même être invité sur les grandes chaînes de télévision, il a réussi quand même à faire mieux que le Parti communiste français, que Hidalgo, donc le Parti socialiste, et il était à 1,4% des Verts et Pécresse. Alors, Yannick Jadot, les Verts, a fait un peu moins de 5%, et encore un peu en dessous de Yannick Jadot, nous avons Valérie Pécresse, c'est-à-dire les LR, l'ex-UMP, l'un des deux plus grands partis de France pendant 30 ans, avec le Parti socialiste, qui a fait un tout petit peu plus de 4%. Voilà. Et effectivement, Jean Lassalle est à 3%, le communiste est à 2, 2,5, un tout petit peu devant Nicolas Dupont-Aignan, ce qui relativise quand même les résultats de Nicolas Dupont-Aignan, qui ne sont pas fameux, mais enfin, il n'est qu'à peine en dessous du candidat du Parti communiste, qui quand même a pas mal de municipalités, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Dupont-Aignan. Et alors, maintenant, on arrive au Rassemblement national. Bien entendu, cette question peut évoluer par rapport aux résultats au deuxième tour de Marine Le Pen. Mais quel avenir en général pour le Rassemblement national? Oui, alors la question du racisme. Alors bon, je pense que Marine Le Pen va être battue. Je pense que malheureusement, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle gagne. Je pense que la grande question, c'est à quel niveau elle sera battue. Disons que si elle est battue à 40-60, ça restera tout de même un très mauvais résultat. Même si elle est à la 40, ce sera mieux que les 33,9 de 2017. Mais 40-60, ça fait quand même 20 points d'écart. On peut considérer qu'à partir du moment où elle approche les 45%, c'est un résultat correct. C'est un résultat correct compte tenu de ce que pratiquement tous les médias sont contre Marine Le Pen. Donc, ça sera un résultat correct. La grande question ensuite, c'est tout de même les législatives. Est-ce que, avec un mode de scrutin extrêmement défavorable, alors que tous les présidents, depuis Nicolas Sarkozy inclus, promettent d'instaurer une dose de proportionnelle aux législatives et ne l'ont pas fait, est-ce que avec 0 dose de proportionnelle, le Front National réussira quand même à avoir une vingtaine de députés, ce qui lui permettrait, à partir de 15 députés déjà, d'avoir un groupe parlementaire?
et d'être un tout petit peu audible. Et bon, ça, c'est vraiment une grande question. Il est clair que l'avenir du Rassemblement national, sachant que Marine Le Pen a dit, alors elle peut changer d'avis, hein, mais elle a dit qu'a priori c'était sa dernière campagne présidentielle, l'avenir du Front National dépendra surtout de son score. Je pense que bon, le Front National peut survivre, enfin le Rassemblement national peut survivre à la retraite dans 5 ans, par exemple, de retraite politique, j'entends, de Marine Le Pen. Mais effectivement, encore faut-il qu'il existe au plan parlementaire d'une manière un peu substantielle. Je pense que ça, c'est une grande question. La question des alliances, pour le coup, n'a plus beaucoup de sens parce qu'avec 7%, le parti d'Éric Zemmour fera peut-être 3% aux législatives. Rappelons-nous, en 2007, dernière candidature présidentielle de Jean-Marie Le Pen, il fait 10,5 des voix aux élections présidentielles, au premier tour, et il fait 4,5% des voix aux élections législatives. Eh bien, il est fort possible qu'avec 7% au présidentiel, les candidats de reconquête de Zemmour ne fassent que 3% aux élections législatives, ce qui, a priori, nous ne sommes pas en Italie, hein, lui donnerait sans doute 0 député, ou 1 ou 2 au grand maximum, et encore, ce n'est pas gagné. Donc, effectivement, là-dessus, le RN a beaucoup plus de perspectives de réélection de ses députés et de conquérir quelques sièges, mais ça risque de rester anecdotique, hein, malgré tout, au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui ne serait évidemment pas le cas dans la plupart des pays d'Europe. Il faut bien voir que la France est le pays qui a le mode de scrutin le plus catastrophique pour les partis minoritaires, même à un haut niveau, et sans alliance. Même un système majoritaire à un seul tour, comme en Grande-Bretagne, serait beaucoup plus favorable au Rassemblement national que le système majoritaire à 2 tours. Mais pas seulement au niveau des voix du système électoral, même au niveau des débats sur les médias. Dans tous les pays européens, généralement, on a un débat entre candidats. Ici, on a vu que cette année, on n'a pratiquement pas eu de débat sur les médias français. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que Marine Le Pen aurait dû refuser le débat avec Macron, qui aura lieu 3 jours seulement avant le second tour, donc qui aura un grand impact, dans la mesure où Emmanuel Macron a refusé tous les débats avant le premier tour. Ce n'est pas à Emmanuel Macron de fixer les règles. Donc, elle aurait dû refuser le débat entre les 2 tours. Elle aurait dû, parce qu'en fait, Marine Le Pen est censée, à mon avis, débattre avec les Français. Débattre, par exemple, avec un panel de Français tirés au sort. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Mais débattre avec Emmanuel Macron, alors qu'il a refusé tout débat avant le premier tour, je pense que c'est une erreur. Cette histoire de débat qui n'a aucun fondement juridique, hein, à mon avis, est un chose-trappe. En conclusion, faut-il glisser un bulletin de vote au second tour et pour qui? Alors, pour ma part, je pense qu'il faut effectivement voter et il faut faire barrage au candidat du mondialisme, hein, qu'est Emmanuel Macron. Donc, pour ma part, c'est le vote Marine Le Pen qui s'impose, puisque c'est elle qui est face à Emmanuel Macron. Il n'y avait que 2 candidats à écarter à tout prix, à mon sens, c'est Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, qui est tout aussi mondialiste. À partir du moment où, en face de Macron, on a quelqu'un d'autre que Valérie Pécresse, pour ma part, je n'aurais pas hésité. Si ça avait été Fabien Roussel, j'aurais voté Fabien Roussel. Si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, j'aurais voté Jean-Luc Mélenchon. Et il se trouve que c'est Marine Le Pen, donc pour ce qui me concerne, c'est pour elle que je voterai, même si je suis conscient que tout n'est pas totalement abouti dans son programme. Mais encore une fois, je pense que est-ce qu'on veut faire barrage à quelqu'un qui a supprimé autant de liberté qu'Emmanuel Macron? Pour ce qui me concerne, la réponse est oui. Donc les castors du bas font barrage aux castors du haut. Je crois que la formule est excellente. Oui, les castors du bas doivent savoir faire barrage aux castors du haut. C'est un autre type de barrage. Voilà. Bon, c'est la fin de cette émission de Café Noir. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube ou Odyssée. N'hésitez pas aussi à commenter et à nous dire ce que vous pensez des sujets traités. Si vous voulez nous aider plus activement sur YouTube, vous pouvez faire des dons en vous abonnant à la chaîne, 3 formules, ou sur Odyssée en faisant un don ponctuel en utilisant le crypto-monnaie. Franchement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si vous êtes des utilisateurs des Odyssées, peut-être vous le savez. Bon, merci Pierre, et merci à tous. À la prochaine émission.
Merci Gilbert.